Bonjour à toutes et à tous. Alors on m'a demandé de parler des nouveautés concernant la génétique pour les anomalies de fermeture du tube neural. Alors c'est vrai que depuis un an, il y a des petites choses qui commencent à apparaître. Mais honnêtement, je pense qu'on est encore assez loin d'avoir tout compris et assez loin de pouvoir vous proposer le check-up complet génétique en robotique pratique. À l'heure actuelle, effectivement, lorsqu'on a une circonstance de diagnostic en période anténatale ou bien encore en période postnatale, d'une anomalie de fermeture du tube neural, donc c'est assez fréquent tout de même de pouvoir adresser le patient en consultation génétique. Donc ici à Nancy, on a le centre de référence des syndromes malformatifs anomalies du développement, et donc Monsieur Le, qui est le chef de service, et moi-même, on reçoit des enfants qui sont porteurs de malformations de tout type, y compris malformations qui concernent donc le tube neural. La consultation de génétique, elle se déroule de manière assez standard. Là, moi, je vais plutôt parler du contexte anténatal, puisque c'était le contexte aussi de la discussion de cet après-midi. Donc, on va pouvoir, avec le couple, faire un peu la synthèse des différents signes qui ont été vus chez leur fœtus. Donc, on s'aide aussi, bien sûr, des comptes rendus échographiques pour essayer de savoir si on est dans un contexte d'anomalie isolée ou d'anomalie syndromique. Parce que ça peut peut-être nous donner une idée plus précise d'un syndrome particulier et d'un gène particulier à rechercher. Donc, à l'heure actuelle, le plus souvent, ça reste une anomalie isolée de fermeture du tube neural. En fait. Avec le couple parental, on essaye d'obtenir des informations complémentaires. Nous, ce qui nous intéresse énormément, ce sont les antécédents personnels des deux membres du couple, les antécédents familiaux, et essayer de voir, mais ça, je pense que tous les collègues aussi, notamment les obstétriciens, posent ces questions-là pour essayer de voir si on a des facteurs toxiques environnementaux ou médicamenteux qui pourraient aussi nous expliquer cette malformation. On revient aussi sur est-ce que le couple a déjà des enfants, est-ce qu'ils ont des signes particuliers, toujours pour arriver à essayer de faire une synthèse qui est est-ce qu'on a une hypothèse de la cause ou est-ce qu'on est sur quelque chose qui est une anomalie isolée. Auquel cas on propose quand même des tests génétiques. Donc la situation la plus fréquente, c'est spina bifida fétale isolée. Et en l'absence de signes d'orientation, on propose tout de même une analyse chromosomique fétale. C'est vrai que jusqu'à il y a peu de temps, c'était le karyotype fétal. À Nancy, depuis 2013, on propose une analyse chromosomique sur microréseau qui s'appelle, alors l'acronyme français reconnu, c'est ACPA, pour analyse chromosomique par puce à ADN, ACPA, et dans la littérature anglo-saxonne, c'est le terme CGH qui regroupe plus finalement, qui revient plus sur la technique de cet examen. Donc cet examen-là, il est proposé à la fois au CHU de Nancy et au CHR de Mestionville, qui maintenant réalise de manière autonome ce type de technique. Il suffit d'obtenir de l'ADN fœtal, c'est-à-dire que nos collègues obstétriciens vont pouvoir recueillir soit des villosités choriales, soit du liquide amniotique pour essayer d'obtenir cet ADN fœtal. Les ADN des parents sont nécessaires pour pouvoir obtenir un contrôle qualité, c'est-à-dire être sûr qu'on n'est pas en train d'analyser l'ADN de la maman notamment, et puis vérifier que l'ADN du fœtus, c'est bien le fœtus des deux parents et qu'on est bien en train d'analyser le bon fœtus. Donc j'en profite pour quand même vous expliquer le principe de cette analyse qui est très largement réalisée maintenant tant en postnatal qu'en anténatal pour tout ce qui est signes malformatifs, anomalies de croissance, déficience intellectuelle, épilepsie, enfin on peut vraiment tout imaginer. Le principe repose sur la comparaison d'un ADN témoin qu'on a marqué en vert, donc on a une fluorescence, un signal de fluorescence qui est vert, et on l'apparie à l'ADN du patient qui lui va être marqué en fluorescence rouge. Les deux ADN sont en quantité équivalente. Ce qui fait qu'après une semaine de technique et passage donc, sur la puce ADN que je vous ai figuré en bas de l'image, c'est vraiment une lame de verre sur laquelle les deux ADN sont mélangés, on obtient la mise en évidence de tout ce qui est déséquilibre chromosomique. C'est-à-dire que lorsque l'ADN de notre patient est en même quantité que l'ADN du témoin, on obtient vert plus rouge un signal jaune. Donc ça veut dire qu'il y a la même quantité d'ADN sur la zone qui nous intéresse pour le témoin et le patient. Lorsque le signal sort rouge, donc là c'est pas un signal normal, ça veut dire qu'il y a plus d'ADN de patient que d'ADN de témoin. La seule solution, c'est que votre patient finalement il a une duplication, c'est-à-dire un morceau de chromosome en plus par rapport à votre témoin.
Et vous avez la situation inverse, où c'est un signal vert. Signal vert veut dire que seul l'ADN du témoin sort finalement. Pourquoi? Parce qu'il existe un manque de la région chromosomique chez votre patient, ce qui correspond à une délétion. Alors, c'est une technique qui est connue depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années en postnatal. Pour la mise en œuvre en anténatal, il y a eu beaucoup de questions éthiques et en fait, tous les hôpitaux ne se sont pas encore dotés de cette technique-là. Je vais y revenir juste après. Mais elle est fiable au niveau technique, ça pose pas de problème. Il faut savoir, on a eu la surprise au début de la mise en route, finalement, on recherche cette technique. En fait, on est tous porteurs, sans le savoir, de 5 ou 10 duplications ou délétions qui sont dans des régions où il n'y a pas vraiment beaucoup d'informations génétiques et qui ne retentiront pas sur notre santé. D'où l'importance d'avoir l'ADN des parents, parce qu'eux-mêmes ont des pseudo-anomalies chromosomiques qu'il faut donc correctement interpréter si on les trouve chez le bébé. À l'heure actuelle, les délais du résultat, lorsqu'on est dans des bonnes conditions techniques, ça va être une première phase où on recherche les très grosses duplications ou délétions. En fait, pour parler en clair, il y a une première phase d'identification des trisomies 13, 18 et 21. Forme classique des trisomies, c'est-à-dire c'est vraiment tout le chromosome qui est en plus et dans toutes les cellules fétales. Et ce résultat, on est censé pouvoir l'obtenir en 3 ou 4 jours hors problème technique. Pour avoir l'ACPA ou ACM total, là c'est 180 000 régions chromosomiques, ça va prendre beaucoup plus de temps au niveau de l'interprétation notamment. Et donc là on a un résultat en 2 à 3 semaines pour avoir un résultat définitif. Les délais sont variables en fonction notamment de la qualité technique, c'est-à-dire la qualité de l'ADN et la quantité d'ADN. Quelles sont les limites de cet examen? Parce que c'est vrai que quand on l'explique, notamment aux couples, ils sont assez intéressés par le fait de se dire qu'on va regarder 180 000 régions chromosomiques. Donc ça, c'est vraiment la grosse partie en consultation génétique, d'expliquer qu'on a besoin d'avoir les 2 ADN parentaux. Donc il y a 2 prélèvements sanguins qui se font de manière tout à fait, avec des tubes tout à fait classiques, ça pose pas de problème. Et puis, il faut bien qu'on informe la personne qu'on a en face de nous d'une perte d'informativité possible si l'un de ces 2 ADN n'est pas disponible. Donc, le plus souvent, c'est l'absence du père biologique parce que la mère, en fait, n'a pas choisi finalement que le procréateur soit présent au courant. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, dans de très rares cas, ça nous est déjà arrivé d'avoir l'absence de la mère biologique dans le cadre des dons d'ovocytes. On passe un grand temps en fait, à informer en consultation du risque de découvrir des informations qu'on ne cherchait pas. Pourquoi? Parce que 180 000 régions chromosomiques, ça veut dire que statistiquement, vous pouvez quand même tomber sur une région chromosomique qui ne nous aidera pas à comprendre pourquoi la malformation est présente, qui est une découverte incidentale, qui n'a rien à voir avec le motif de consultation et qui pourtant est une information médicale de premier ordre. Ça peut être par exemple la découverte d'une prédisposition génétique à une pathologie de l'adulte, style cancer. Quand un couple est venu vous voir parce qu'il y a une anomalie fétale, vous ne pouvez pas leur cacher que peut-être on va découvrir une prédisposition, voire familiale, concernant l'un des 2 membres du couple aussi, concernant le cancer. Donc ça, c'est vraiment une grande partie d'information. Donc la plupart des couples souhaitent avoir cette information, d'autres préfèrent ne pas le savoir. Donc le but, c'est vraiment d'essayer de les informer au mieux et de ne communiquer que ce qu'ils veulent savoir. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, il y a des régions de chromosomes qui sont maintenant bien définies pour augmenter un peu le risque d'apparition de pathologies neurodéveloppementales. Alors pour certaines, c'est décalage des acquisitions, pour d'autres, c'est un retard mental léger, et pour certaines, c'est les pathologies neuropsychiatriques comme la schizophrénie ou l'autisme. Donc là encore, dans le contexte où on se trouve, il faut pouvoir les informer sur le fait que peut-être la découverte de cette anomalie chromosomique va majorer le risque d'apparition de ce type de pathologie de peut-être 1, 2, 3%, mais on ne sera pas en mesure de leur dire si réellement la pathologie va survenir chez leur enfant. Donc là encore, ça peut rajouter une anxiété, un flou, un stress dans le cadre du chemin diagnostic anténatal dans lequel ils sont. Et puis, il reste des régions qui sont très floues parce que les chromosomes portent encore des régions qu'on ne connaît pas. Il faut savoir qu'il y a 90% de notre matériel génétique pour lequel nous ignorons parfaitement à quoi il sert. Donc on sait en interpréter 10% à l'heure actuelle. Et donc il y a vraiment des régions dans lesquelles, pour l'instant, pour nous, c'est vide de sens, ce qui ne veut pas dire que dans 5 ans ou dans 10 ans, on n'aura pas une importance à leur donner. Et donc, dernière limite, cet examen, même s'il est très performant, on n'est pas encore à lire à la lettre près tout le patrimoine génétique, et donc ça ne permet pas
de faire certains diagnostics sur des autres mécanismes finalement, des mécanismes vraiment qui touchent uniquement le gène. Voilà, parce que les parents souvent nous disent on va faire ça, super, on sera sûr qu'il n'y aura pas une mucoviscidose ou la maladie neurologique qui est connue dans la famille. Ben non, il faut être vigilant parce que ça ne permet pas de détecter toutes les maladies génétiques. Et souvent, moi je leur explique que ce qui va aussi nous aider, c'est par exemple une surveillance échographique qui doit rester présente, puisque avec cet examen-là, on ne permet pas d'éliminer toute pathologie. Alors, on a compris le lien, on l'a revu tout à l'heure avec Lorraine, donc, du métabolisme des folates. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a une hypothèse importante qui est celle de l'épigénétique concernant l'apparition des anomalies de fermeture du tube neural. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de gènes qui se dégagent. Donc c'est vrai que dans les familles où on a une récurrence notamment, moi assez facilement j'adresse les patientes auprès du professeur Guéant qui va faire toute l'exploration métabolique des conjoints et qui va pouvoir aussi nous mettre sur la piste de certains gènes. Mais là on est souvent sur le domaine de la recherche. Donc moi je n'ai pas trouvé de choses particulières en ce qui concerne donc le LMD en fait. Et puis, à l'heure actuelle encore, pour ce qui est spina bifida, l'hérédité reste très complexe, c'est pas une génétique simple, et puis l'environnement a son poids également. Il y a de nombreux gènes candidats, donc je vous ai listé ceux qui sont le plus fréquemment reconnus. Donc 5 d'entre eux seraient de transmission autosomique dominante. On a du mal à expliquer pourquoi l'un des deux parents a la mutation sans aucune anomalie et le fœtus, lui, il a réellement un spina bifida, donc ça veut dire qu'il nous manque des clés. Il nous manque des clés sur l'environnement, sur les autres gènes qui sont autour, et vraiment les liens ne sont pas formels. En tous les cas, pour ces gènes-là, s'il y avait une anomalie, à l'analyse chromosomique, ça ne se verrait pas du tout, puisqu'on n'est pas sur le même type de mécanisme. Cette liste-là, qui est actuellement reconnue, elle s'est enrichie. Je vous ai listé tous les autres gènes que j'ai pu trouver sur la revue de la littérature de 2 années précédentes. Chaque fois, il y a une piste qui est lancée sur un gène. Les 2-3 derniers ont un vrai lien avec l'épigénétique, mais on n'a pas encore formellement pu dire telle mutation va forcément donner un spina bifida ou augmenter le risque de tant de pourcents de spina bifida. Il y a eu quand même à un moment 2-3 publications qui ont fait penser qu'on avait trouvé un vrai bon gène candidat sur le chromosomique, notamment grâce à cette famille. Donc au sein d'une fratrie de 3 garçons, 2 porteurs de spina bifida, le 3e lui était indemne, et puis on a donc pisté une anomalie sur le chromosomique, c'est un petit morceau de chromosomique sans plus, présent chez ces garçons, donc comme ce sont des garçons, ils l'expriment en plein, alors que leur mère et leur grand-mère maternelle, qui toutes deux ont la même anomalie chromosomique sur l'X, comme ce sont des femmes, elles sont simplement vectrices. La difficulté sur cette publication, c'est qu'il n'y avait pas de gène vraiment très intéressant dans la région pour relier à l'anomalie de fermeture du tube neural. Et puis c'est cette famille-là qui a apporté encore une pierre supplémentaire, avec la présence là d'un problème plutôt de panhypopituitarisme chez 3 hommes de la même famille, porteurs là aussi d'une anomalie sur la même région chromosomique de l'X, avec un effet vraiment de cassure sur un gène intéressant. Le problème, c'est que ça n'a jamais été répliqué finalement. Et puis, j'ai essayé de trouver aussi dans le cadre de spina bifida syndromique une vraie implication chromosomique. Et donc, j'ai trouvé une famille où, là encore, on a donc sous forme de points des personnes qui sont porteuses de translocation chromosomique entre le chromosome 3 et le 5 à l'état équilibré qui vont bien. Et puis, dans leur descendance, des équilibres de translocation. Donc là, réelle anomalie chromosomique, notamment pour les 2 garçons là, qui sont frères. Et c'était des spina bifida dits isolés pendant les grossesses, parce qu'en fait, c'est à la naissance que tous les éléments de dysmorphie faciale, épilepsie et puis aussi relative hypoplasie de la verge n'avaient donc pas pu faire l'objet d'un dépistage anténatal. Donc là, vraiment dans cette famille, il avait été dit spina bifida isolé, en fait c'était syndromique en lien avec des anomalies chromosomiques. Donc là, l'analyse chromosomique sur microréseau trouverait toute sa place dans ce type de famille, et parfois l'échographie ne peut pas nous donner tous les signes présents chez les individus.
Voilà, donc à l'heure actuelle, on propose l'analyse chromosomique par puce ADN. Elle fait toujours, vous l'avez compris, l'objet d'une information qui se veut assez détaillée pour bien savoir dans quelle mesure les couples ont bien compris à quoi ils s'engagent, quels sont les degrés d'information qu'ils veulent avoir. Il faut toujours donc le recueil d'un consentement qui normalement est libre et éclairé. Donc à l'heure actuelle, le choix, que ça soit à Metz ou à Nancy, c'est bien de faire l'objet d'une consultation de génétique spécifique pour expliquer cet examen et gérer toutes les découvertes qui ne sont pas attendues et l'information familiale. Donc probablement un grand rôle de l'épigénétique, mais on en est encore au balbutiement finalement concernant les gènes impliqués qui sont probablement très nombreux et avec des mutations qui ne sont peut-être pas si délétères que ça. Voilà, je vous remercie.